Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Marcel Proust que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Voilà le deuxième volet du fameux triptyque À la recherche du temps perdu et qui suit donc le premier volet du côté de chez Swann. Nous en sommes au tout début de cet ouvrage. Proust nous raconte comment ses parents recevaient chez eux à Paris. Ce fut sans doute en remarquant l'abattement où me plongeait l'approche des vacances du jour de l'an pendant lesquelles, comme elle me l'avait annoncé elle-même, je ne devais pas voir Gilberte qu'un jour, pour me distraire, ma mère me dit « Si tu as encore le grand désir d'entendre la Berma dans Phèdre, je crois que ton père permettrait peut-être que tu y ailles. Ta grand-mère pourrait t'y emmener. » Mais c'était parce que M. de Norpois lui avait dit qu'il devrait me laisser entendre la Berma que c'était, pour un jeune homme, un souvenir à garder que mon père, jusque-là si hostile à ce que j'allasse perdre mon temps et risquer de prendre du mal pour ce qu'il l'appelait au grand scandale de ma grand-mère, des inutilités, n'était plus loin de considérer cette soirée préconisée par l'ambassadeur comme faisant vaguement partie d'un ensemble de recettes précieuses pour la réussite d'une brillante carrière. Ma grand-mère qui, en renonçant pour moi au profit que, selon elle, j'aurais trouvé à entendre la Berma, avait fait un gros sacrifice à l'intérêt de ma santé, s'étonnait que celui-ci devint négligeable sur une seule parole de M. de Norpois. Mettant ses espérances invincibles de rationaliste dans le régime de grand air et de coucher de bonne heure qui m'avait été prescrit, elle déplorait comme un désastre cette infraction que j'allais y faire et, sur un ton navré, disait « Comme vous êtes léger » à mon père qui, furieux, répondait « Comment, c'est vous maintenant qui ne voulez pas qu'il y aille? C'était un peu fort, vous qui nous répétiez tout le temps que cela pouvait lui être utile. » Mais M. de Norpois avait changé sur un point bien plus important pour moi. Les intentions de mon père. Celui-ci avait toujours désiré que je fusse diplomate et je ne pouvais supporter l'idée que même si je devais rester quelque temps attachée au ministère, je risquasse d'être envoyée un jour comme ambassadeur dans des capitales que Gilberte n'habiterait pas. J'aurais préféré revenir au projet littéraire que j'avais autrefois formé et abandonné au cours de mes promenades du côté de Guermantes. Mais mon père avait fait une constante opposition à ce que je me destinasse à la carrière des lettres qu'il estimait fort inférieure à la diplomatie, lui refusant même le nom de carrière jusqu'au jour où M. de Norpois, qui n'aimait pas beaucoup les agents diplomatiques des nouvelles couches, lui avait assuré qu'on pouvait, comme écrivain, s'attirer autant de considération, exercer autant d'actions et garder plus d'indépendance que dans les ambassades. Eh bien, je ne l'aurais pas cru. Le père Norpois n'est pas du tout opposé à l'idée que tu fasses de la littérature, m'avait dit mon père. Et comme assez influent lui-même, il croyait qu'il n'y avait rien qui ne s'arrangeât, ne trouvât sa solution favorable dans la conversation des gens importants, je le ramènerai dîner un de ces soirs en sortant de la commission. Tu causeras un peu avec lui pour qu'il puisse t'apprécier. Écris quelque chose de bien que tu puisses lui montrer. Il est très lié avec le directeur de la revue des Deux Mondes. Il t'y fera entrer, il réglera cela. C'est un vieux malin. Et ma foi, il a l'air de trouver que la diplomatie, aujourd'hui... Le bonheur que j'aurais à ne pas être séparée de Gilberte me rendait désireux, mais non capable d'écrire une belle chose qui pût être montrée à M. de Norpois. Après quelques pages préliminaires, l'ennui me faisant tomber la plume des mains, je pleurais de rage en pensant que je n'aurais jamais de talent, que je n'étais pas douée et ne pourrais même pas profiter de la chance que la prochaine venue de M. de Norpois m'offrait de rester toujours à Paris. Seule l'idée qu'on allait me laisser entendre la Berma me distrayait de mon chagrin. Mais de même que je ne souhaitais voir des tempêtes que sur les côtes où elles étaient le plus violentes, de même je n'aurais voulu entendre la grande actrice que dans un de ses rôles classiques où Swann m'avait dit qu'elle touchait au sublime. Car quand c'est dans l'espoir d'une découverte précieuse que nous désirons recevoir certaines impressions de nature ou d'art, nous avons quelques scrupules à laisser notre âme accueillir à leur place des impressions moindres qui pourraient nous tromper sur la valeur exacte du beau. La Berma dans Andromaque, dans Les Caprices de Marianne, dans Phèdre,
C'était de ces choses fameuses que mon imagination avait tant désiré. J'aurais le même ravissement que le jour où une gondole m'emmènerait au pied du Titien des Frari ou des Carpaccio de San Giorgio dei Giavoni, si jamais j'entendais réciter par la Berma des vers. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. Je les connaissais par la simple reproduction en noir et blanc qu'en donnent les éditions imprimées. Mais mon cœur battait quand je pensais, comme à la réalisation d'un voyage, que je les verrais enfin baignés effectivement dans l'atmosphère et l'ensoleillement de la voie dorée. Un Carpaccio à Venise, la Berma dans Phèdre, chef-d'œuvre d'art pictural ou dramatique que le prestige qui s'attachait à eux rendait en moi si vivant, c'est-à-dire si invisible que si j'avais été voir des Carpaccio dans une salle du Louvre ou la Berma dans quelques pièces dont je n'aurais jamais entendu parler, je n'aurais plus éprouvé le même étonnement délicieux d'avoir enfin les yeux ouverts devant l'objet inconcevable et unique de tant de milliers de mes rêves. Puis, attendant du jeu de la Berma des révélations sur certains aspects de la noblesse de la douleur, il me semblait que ce qu'il y avait de grand, de réel dans ce jeu devait l'être davantage si l'actrice le superposait à une œuvre d'une valeur véritable au lieu de broder en somme du vrai et du beau sur une trame médiocre et vulgaire. Enfin, si j'allais entendre la Berma dans une pièce nouvelle, il ne me serait pas facile de juger de son art, de sa diction, puisque je ne pourrais pas faire le départ entre un texte que je ne connaîtrais pas d'avance et ce qui lui ajouterait des intonations et des gestes qui me sembleraient faire corps avec lui. Tandis que les œuvres anciennes que je savais par cœur m'apparaissaient comme de vastes espaces réservés et tout près, où je pourrais apprécier en pleine liberté les inventions dont la Berma les couvrirait comme à fresque des perpétuelles trouvailles de son inspiration. Malheureusement, depuis des années qu'elle avait quitté les grandes scènes et faisait la fortune d'un théâtre de boulevard dont elle était l'étoile, elle ne jouait plus de classique. Et j'avais beau consulter les affiches, elle n'annonçait jamais que des pièces toutes récentes, fabriquées exprès pour elle par des auteurs en vogue. Quand un matin, cherchant sur la colonne des théâtres les matinées de la semaine du jour de l'an, j'y vis pour la première fois, en fin de spectacle, après un lever de rideau probablement insignifiant, dont le titre me sembla opaque parce qu'il contenait tout le particulier d'une action que j'ignorais, 2 actes de Phèdre avec Madame Berma, et aux matinées suivantes, le demi-monde. Les caprices de Marianne, nom qui, comme celui de Phèdre, était pour moi transparent, rempli seulement de clarté tant l'œuvre m'était connue, illuminé jusqu'au fond d'un sourire d'art. Il me parut rajouter à la noblesse de Madame Berma elle-même quand je lus dans les journaux, après le programme de ces spectacles, que c'était elle qui avait résolu de se montrer de nouveau au public dans quelques-unes de ses anciennes créations. Donc l'artiste savait que certains rôles ont un intérêt qui survit à la nouveauté de leur apparition ou au succès de leur reprise. Elle les considérait et interprétait par elle comme des chefs-d'œuvre de musée qu'il pouvait être instructif de remettre sous les yeux de la génération qui l'y avait admiré ou de celle qui ne l'y avait pas vue. En faisant afficher ainsi au milieu de pièces qui n'étaient destinées qu'à faire passer le temps d'une soirée, Phèdre, dont le titre n'était pas plus long que les leurs et n'était pas imprimé en caractères différents, elle y ajoutait comme le sous-entendu d'une maîtresse de maison qui, en vous présentant à ses convives au moment d'aller à table, vous dit au milieu des noms d'invités qui ne sont que des invités et, sur le même ton qu'elle a cité les autres, Monsieur Anatole France. Le médecin qui me soignait, celui qui m'avait défendu tout voyage, déconseillait à mes parents de me laisser aller au théâtre. J'en reviendrais malade pour longtemps peut-être et j'aurais en fin de compte plus de souffrance que de plaisir. Cette crainte eût pu m'arrêter si ce que j'avais attendu d'une telle représentation eût été seulement un plaisir qu'en somme une souffrance ultérieure peut annuler par compensation. Mais de même qu'au voyage à Balbec, au voyage à Venise que j'avais tant désiré, ce que je demandais à cette matinée, c'était tout autre chose qu'un plaisir,
des vérités appartenant à un monde plus réel que celui où je vivais et desquelles l'acquisition, une fois faite, ne pourrait pas m'être enlevée par des incidents insignifiants, fussent-ils douloureux à mon corps, de mon odieuse existence. Tout au plus, le plaisir que j'aurais pendant le spectacle m'apparaissait-il comme la forme peut-être nécessaire de la perception de ces vérités, et c'était assez pour que je souhaitasse que les malaises prédits ne commençassent qu'une fois la représentation finie, afin qu'il ne fût pas par eux compromis et faussé. J'implorais mes parents qui, depuis la visite du médecin, ne voulaient plus me permettre d'aller à Phèdre. Je me récitais sans cesse la tirade. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous. Cherchant toutes les intonations qu'on pouvait y mettre, afin de mieux mesurer l'inattendu de celle que la Berma trouverait. Cachée comme le saint des saints sous le rideau qui me l'a dérobé et derrière lequel je lui prêtais à chaque instant un aspect nouveau selon ceux des mots de Bergotte, dans la plaquette retrouvée par Gilberte qui me revenait à l'esprit, noblesse plastique, silice chrétien, pâleur janséniste, princesse de Trézène et de Clèves, drame mycénien, symbole delphnique, mythe solaire. La divine beauté que devait me révéler le jeu de la Berma, nuit et jour, sur un autel perpétuellement allumé, trônait au fond de mon esprit dont mes parents sévères et légers allaient décider s'il enfermerait ou non, et pour jamais, les perfections de la déesse dévoilées à cette même place où se dressait sa forme invisible. Et les yeux fixés sur l'image inconcevable, je luttais du matin au soir contre les obstacles que ma famille m'opposait. Mais quand ils furent tombés, quand ma mère, bien que cette matinée eut lieu précisément le jour de la séance de la commission après laquelle mon père devait ramener dîner monsieur de Norpois, me dit « Eh bien, nous ne voulons pas te chagriner. Si tu crois que tu auras tant de plaisir, il faut y aller. » Quand cette journée de théâtre jusque-là défendue ne dépendit plus que de moi, alors pour la première fois n'ayant plus à m'occuper qu'elle cessa d'être impossible, je me demandais si elle était souhaitable, si d'autres raisons que la défense de mes parents n'auraient pas dû m'y faire renoncer. D'abord, après avoir détesté leur cruauté, leur consentement me les rendait si chers que l'idée de leur faire de la peine m'en causait à moi-même une, à travers laquelle la vie ne m'apparaissait plus comme ayant pour but la vérité, mais la tendresse, et ne me semblait plus bonne ou mauvaise que selon que mes parents seraient heureux ou malheureux. J'aimerais mieux ne pas y aller si cela doit vous affliger, dis-je à ma mère qui au contraire s'efforçait de m'ôter cette arrière-pensée qu'elle put en être triste, laquelle, disait-elle, gâterait ce plaisir que j'aurais à Phèdre et en considération duquel elle et mon père étaient revenus sur leur défense. Mais alors cette sorte d'obligation d'avoir du plaisir me semblait bien lourde. Puis si je rentrais malade, serais-je guérie assez vite pour pouvoir aller aux Champs-Élysées, les vacances finies, aussitôt qu'y retournerait Gilberte? À toutes ces raisons, je confrontais pour décider ce qui devait l'emporter l'idée invisible derrière son voile de la perfection de la Berma. Je mettais dans un des plateaux de la balance sentir maman triste, risquée de ne pas pouvoir aller aux Champs-Élysées. Dans l'autre, pâleur janséniste, mythe solaire. Mais ces mots eux-mêmes finissaient par s'obscurcir devant mon esprit, ne me disaient plus rien, perdaient tout poids. Peu à peu, mes hésitations devenaient si douloureuses que, si j'avais maintenant opté pour le théâtre, ce n'eût plus été que pour les faire cesser et en être délivrée une fois pour toutes. C'eût été pour abréger ma souffrance et non plus dans l'espoir d'un bénéfice intellectuel et en cédant à l'attrait de la perfection que je me serais laissé conduire non sage vers la déesse, mais vers l'implacable divinité sans visage et sans nom qui lui avait été subrepticement substituée sous son voile. Mais brusquement, tout fut changé. Mon désir d'aller entendre la Berma reçut un coup de fouet nouveau qui me permit d'attendre dans l'impatience et dans la joie cette matinée. Étant allée faire devant la colonne des théâtres ma station quotidienne depuis peu si cruelle, de stylite, j'avais vu tout humide encore l'affiche détaillée de Phèdre qu'on venait de coller pour la première fois et où, à vrai dire, le reste de la distribution ne m'apportait aucun attrait nouveau qui pût me décider. Mais elle donnait à un des buts entre lesquels aussi est mon indécision une forme plus concrète et
comme l'affiche était datée non du jour où je la lisais, mais de celui où la représentation aurait lieu, et de l'heure même du lever du rideau, presque imminente, déjà en voie de réalisation, si bien que je sautais de joie devant la colonne en pensant que ce jour-là, exactement à cette heure, je serais prêt à entendre la Berma, assis à ma place. Et de peur que mes parents n'eussent plus le temps d'en trouver deux bonnes pour ma grand-mère et pour moi, je ne fis qu'un bond jusqu'à la maison, cinglée que j'étais par ces mots magiques qui m'avaient remplacé dans ma pensée pâleur jansénite et mythe solaire. Les dames ne seront pas reçues à l'orchestre en chapeau. Les portes seront fermées à 2 heures. Hélas, cette première matinée fut une grande déception. Mon père nous proposa de nous déposer, ma grand-mère et moi, au théâtre en se rendant à sa commission. Avant de quitter la maison, il dit à ma mère « Tâche d'avoir un bon dîner, tu te rappelles que je dois ramener de Norpois. » Ma mère ne l'avait pas oublié. Et depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée d'ailleurs par l'annonce d'un convive nouveau et sachant qu'elle aurait à composer, selon des méthodes sues d'elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux halles se faire donner les plus beaux carrés de rumsteak, de jarret de bœuf, de pieds de veau, comme Michel-Ange passant 8 mois dans les montagnes de Carrare à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Françoise dépensait dans ses allées et venues une telle ardeur que maman, voyant sa figure enflammée, craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage, comme l'auteur du tombeau des Médicis dans les carrières de Pietrasanta. Et dès la veille, Françoise avait envoyé cuire dans le four du boulanger, protégé de mie de pain comme du marbre rose, ce qu'elle appelait du jambon de New York. Croyant la langue moins riche qu'elle n'est et ses propres oreilles peu sûres, sans doute la première fois qu'elle avait entendu parler du jambon d'York, avait-elle cru, trouvant d'une prodigalité invraisemblable dans le vocabulaire qu'il pût exister à la fois York et New York, qu'elle avait mal entendu et qu'on avait voulu dire le nom qu'elle connaissait déjà. Aussi, depuis le mot d'York, se faisait précéder dans ses oreilles ou devant ses yeux si elle lisait une annonce de New qu'elle prononçait Nev. Et c'est de la meilleure foi du monde qu'elle disait à sa fille de cuisine « Allez me chercher du jambon chez Olida. Madame m'a bien recommandé que ce soit du New York. » Ce jour-là, si Françoise avait la brûlante certitude des grands créateurs, mon lot était la cruelle inquiétude du chercheur. Sans doute, tant que je n'eus pas entendu la Berma, j'éprouvais du plaisir. J'en éprouvais dans le petit square qui précédait le théâtre et dont 2 heures plus tard, les marronniers dénudés allaient luire avec des reflets métalliques dès que les becs de gaz allumés éclaireraient le détail de leurs ramures. Devant les employés du contrôle, desquels le choix, l'avancement, le sort dépendaient de la grande artiste, qui seule détenait le pouvoir dans cette administration à la tête de laquelle des directeurs éphémères et purement nominaux se succédaient obscurément, et qui prirent nos billets sans nous regarder, agités qu'ils étaient de savoir si toutes les prescriptions de Madame Berma avaient bien été transmises au personnel nouveau, s'il était bien entendu que la claque ne devait jamais applaudir pour elle, que les fenêtres devaient être ouvertes tant qu'elle ne serait pas en scène et la moindre porte fermée après. Un pot d'eau chaude dissimulé près d'elle pour faire tomber la poussière du plateau et, en effet, dans un moment, sa voiture attelée de 2 chevaux à longue crinière allait s'arrêter devant le théâtre. Elle en descendrait enveloppée dans des fourrures et répondant d'un geste maussade au salut. Elle enverrait une de ses suivantes s'informer de l'avant-scène qu'on avait réservée pour ses amis, de la température de la salle, de la composition des loges, de la tenue des ouvreuses, théâtre et public n'étant pour elle qu'un second vêtement plus extérieur dans lequel elle entrerait et le milieu plus ou moins bon conducteur que son talent aurait à traverser. Je fus heureux aussi dans la salle même, depuis que je savais que, contrairement à ce que m'avaient si longtemps représenté mes imaginations enfantines, il n'y avait qu'une scène pour tout le monde. Je pensais qu'on devait être empêché de bien voir par les autres spectateurs comme on l'est au milieu d'une foule.
Or, je me rendis compte, au contraire, que grâce à une disposition qui est comme le symbole de toute perception, chacun se sent le centre du théâtre. Ce qui m'expliqua qu'une fois qu'on avait envoyé Françoise voir un mélodrame aux 3e galeries, elle avait assuré en rentrant que sa place était la meilleure qu'on pût avoir et au lieu de se trouver trop loin, s'était sentie intimidée par la proximité mystérieuse et vivante du rideau. Mon plaisir s'accrut encore quand je commençai à distinguer derrière ce rideau baissé des bruits confus comme on en entend sous la coquille d'un œuf quand le poussin va sortir, qui bientôt grandirent et tout à coup de ce monde impénétrable à notre regard mais qui nous voyaient du sien s'adressèrent indubitablement à nous sous la forme impérieuse de 3 coups aussi émouvants que des signaux venus de la planète Mars. Et ce rideau, une fois levé, quand sur la scène une table à écrire et une cheminée assez ordinaire d'ailleurs signifièrent que les personnages qui allaient entrer seraient non pas des acteurs venus pour réciter comme j'en avais vu une fois en soirée, mais des hommes en train de vivre chez eux un jour de leur vie dans laquelle je pénétrais par effraction sans qu'ils puissent me voir, mon plaisir continua de durer. Il fut interrompu par une courte inquiétude, juste comme je dressais l'oreille avant que commençât la pièce. 2 hommes entrèrent par la scène bien en colère, puisqu'ils parlaient assez fort pour que dans cette salle où il y avait plus de 1000 personnes, on distinguât toutes leurs paroles, tandis que dans un petit café, on est obligé de demander aux garçons ce que disent 2 individus qui se collettent. Mais dans le même instant, étonné de voir que le public les entendait sans protester, submergé qu'il était par un unanime silence sur lequel vint bientôt clapoter un rire ici, un autre là, je compris que ces insolents étaient les acteurs et que la petite pièce dite levée de rideau venait de commencer. Elle fut suivie d'un entr'acte si long que les spectateurs, revenus à leur place, s'impatientaient, tapaient des pieds. J'en étais effrayée, car de même que dans le compte-rendu d'un procès, quand je lisais qu'un homme d'un noble cœur allait venir au mépris de ses intérêts, témoigner en faveur d'un innocent, je craignais toujours qu'on ne fût pas assez gentil pour lui, qu'on ne lui marqua pas assez de reconnaissance, qu'on ne le récompensât pas richement et qu'écœuré, il se mit du côté de l'injustice. De même, assimilant en cela le génie à la vertu, j'avais peur que la Berma, dépitée par les mauvaises façons d'un public aussi mal élevé, dans lequel j'aurais voulu au contraire qu'elle pût reconnaître avec satisfaction quelque célébrité, au jugement de qui elle eût attaché de l'importance, ne lui exprimât son mécontentement et son dédain en jouant mal. Et je regardais d'un air suppliant ces brutes trépignantes qui allaient briser dans leur fureur l'impression fragile et précieuse que j'étais venue chercher. Enfin, les derniers moments de mon plaisir furent pendant les premières scènes de Phèdre. Le personnage de Phèdre ne paraît pas dans ce commencement du second acte, et pourtant, dès que le rideau fut levé et qu'un second rideau en velours rouge, celui-là se fut écarté, qui dédoublait la profondeur de la scène dans toutes les pièces où jouait l'étoile, une actrice entra par le fond, qui avait la figure et la voix qu'on m'avait dit être celle de la Berma. On avait dû changer la distribution. Tout le soin que j'avais mis à étudier le rôle de la femme de Thésée devenait inutile. Mais une autre actrice donna la réplique à la première. J'avais dû me tromper en prenant celle-là pour la Berma, car la seconde lui ressemblait davantage encore et, plus que l'autre, avait sa diction. Toutes 2, d'ailleurs, ajoutaient à leur rôle de nobles gestes que je distinguais clairement et dont je comprenais la relation avec le texte, tandis qu'elles soulevaient leur beau péplum. Et aussi des intonations ingénieuses, tantôt passionnées, tantôt ironiques, qui me faisaient comprendre la signification d'un vers que j'avais lu chez moi sans apporter assez d'attention à ce qu'il voulait dire. Mais tout d'un coup, dans l'écartement du rideau rouge du sanctuaire, comme dans un cadre, une femme parut et aussitôt, à la peur que j'eus, bien plus anxieuse que pouvait être celle de la Berma, qu'on la gêna en ouvrant une fenêtre, qu'on altéra le son d'une de ses paroles en froissant un programme, qu'on l'indisposa en applaudissant ses camarades, en ne l'applaudissant pas, elle, assez, à ma façon plus absolue encore que celle de la Berma de ne considérer dès cet instant salle, public, acteur, pièce, et mon propre corps comme un milieu acoustique n'ayant d'importance que dans la mesure où il était favorable aux inflexions de cette voix, je compris que les 2 actrices que j'admirais depuis quelques minutes n'avaient aucune ressemblance avec celle que j'étais venue entendre.
Mais en même temps, tout mon plaisir avait cessé. J'avais beau tendre vers la Berma mes yeux, mes oreilles, mon esprit, pour ne pas laisser échapper une miette des raisons qu'elle me donnerait de l'admirer. Je ne parvenais pas à en recueillir une seule. Je ne pouvais même pas, comme pour ses camarades, distinguer dans sa diction et dans son jeu des intonations intelligentes, de beaux gestes. Je l'écoutais comme j'aurais lu Phèdre, ou comme si Phèdre elle-même avait dit en ce moment les choses que j'entendais sans que le talent de la Berma semblât leur avoir rien ajouté. J'aurais voulu, pour pouvoir l'approfondir, pour tâcher d'y découvrir ce qu'elle avait de beau, arrêter, immobiliser longtemps devant moi chaque intonation de l'artiste, chaque expression de sa physionomie. Du moins, je tâchais, à force d'agilité mentale, en ayant avant un vers mon attention tout installée et mise au point, de ne pas distraire en préparatif une parcelle de la durée de chaque mot, de chaque geste, et grâce à l'intensité de mon attention, d'arriver à descendre en eux aussi profondément que j'aurais fait si j'avais eu de longues heures à moi. Mais que cette durée était brève. À peine un son était-il reçu dans mon oreille qu'il était remplacé par un autre. Dans une scène où la Berma reste immobile un instant, le bras levé à la hauteur du visage, baigné grâce à un artifice d'éclairage dans une lumière verdâtre, devant le décor qui représente la mer, la salle éclata en applaudissements. Mais déjà l'actrice avait changé de place et le tableau que j'aurais voulu étudier n'existait plus. Je dis à ma grand-mère que je ne voyais pas bien. Elle me passa sa lorgnette. Seulement, quand on croit à la réalité des choses, user d'un moyen artificiel pour se les faire montrer n'équivaut pas tout à fait à se sentir près d'elle. Je pensais que ce n'était plus la Berma que je voyais, mais son image dans le verre grossissant. Je reposai la lorgnette. Mais peut-être l'image que recevait mon œil diminué par l'éloignement n'était pas plus exacte. Laquelle des deux Berma était la vraie, laquelle? Quant à la déclaration à Hippolyte, j'avais beaucoup compté sur ce morceau où, à en juger par la signification ingénieuse que ses camarades me découvraient à tout moment dans des parties moins belles, elle aurait certainement des intonations plus surprenantes que celles que chez moi, en lisant, j'avais tâché d'imaginer. Mais elle n'atteignit même pas jusqu'à celle que Non ou Aricie eussent trouvée. Elle passa au rabot d'une mélopée uniforme toute la tirade où se trouvèrent confondues ensemble des oppositions pourtant si tranchées, qu'une tragédienne à peine intelligence même des élèves de lycée n'en eussent pas négligé les faits. D'ailleurs, elle la débita tellement vite que ce fut seulement quand elle fut arrivée au dernier vers que mon esprit prit conscience de la monotonie voulue qu'elle avait imposée au premier. Voilà, c'est sur cette déception du narrateur que nous allons nous arrêter. C'était donc À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous réveillez. Salut!